Bonsoir mes amis. Avant que nous commencions notre enquête, permettez-moi une question. De quelle ville ou pays regardez-vous cette histoire ce soir? Laissez votre réponse en commentaire. Et installez-vous confortablement, car ce soir nous allons voler haut, au sens propre comme au figuré. Tout commença un soir brumeux de février, à Londres. J'étais confortablement installé dans mon appartement, dégustant une tasse de thé à la menthe belge, lorsque je reçus une enveloppe d'un gris élégant, cachetée à la cire bleue. L'inscription au recto était simple, Monsieur Hercule Poirot, personnellement. À l'intérieur, un mot manuscrit, nerveux, rédigé par une certaine mademoiselle Alix Dervaux, hôtesse principale chez Aéropostale Royale. Elle écrivait « Monsieur Poirot, un incident inexpliqué a eu lieu à bord de notre vol 704 entre Paris et Londres. Un passager a disparu en plein vol. L'avion n'a fait aucune escale. Nous sommes perdus. Disparaître en plein ciel, voilà qui éveillait immédiatement mes petites cellules grises. Je contactai immédiatement mademoiselle Dervaux par téléphone. Sa voix, bien que contrôlée, trahissait une nervosité sincère. Elle insista pour que je monte à bord du même appareil, reprogrammé pour un nouveau vol le lendemain soir. Elle croyait que quelqu'un à bord savait plus qu'il ne le disait. Le lendemain, vêtu de mon costume anthracite impeccable, valise à la main et moustache fraîchement cirée, je montai à bord du prestigieux Aérocristal 704. Un avion à hélice magnifique, aux cabines en bois verni et aux hublots élégants comme des bijoux. L'intérieur était silencieux, feutré, presque trop parfait. L'équipage m'accueillit avec une courtoisie exagérée. Quant aux passagers, chacun semblait occupé à ne pas croiser le regard des autres. Une tension flottait dans l'air, légère mais indiscutable. Je pris place au siège 6A, celui du disparu selon la lettre, et dans la poche du fauteuil, une étrange carte postale, sur laquelle on lisait « Ce qui s'élève sans vérité retombe dans le silence ». L'avion s'éleva lentement dans le ciel brumeux de Londres, ses hélices vibrant comme un cœur discret mais déterminé. Installé dans le siège 6A, je restais immobile, le regard dirigé vers le hublot mais l'esprit totalement absorbé par les détails de cette affaire. Une disparition en plein ciel. Cela allait à l'encontre de la logique. Et cela, mes amis, est exactement ce qui m'attire. Je passai en revue les passagers d'un œil discret. Une vieille dame tricotait nerveusement. Un homme d'affaires compulsait des documents. Une jeune femme vêtue d'un manteau bleu nuit semblait lire sans vraiment tourner les pages. Et tout au fond, près de la porte du personnel, un jeune homme ne cessait de regarder sa montre. L'équipage était composé de 2 hôtesses et d'un steward, tous polis, mais un peu trop. Le commandant, un certain capitaine Morel, m'avait brièvement salué en m'appelant Monsieur le détective. Une reconnaissance subtile, mais suffisante pour me faire comprendre qu'on attendait de moi un miracle silencieux. Je sortis, la carte postale trouvée dans la poche du fauteuil. Les mots « Ce qui s'élève sans vérité retombe dans le silence » étaient d'un ton presque poétique. Était-ce un message de l'absent ou une mise en garde? Je la tournai, cherchant un indice, un mot, une initiale. Rien. Le steward m'apporta une boisson. « Monsieur Poirot, un peu de citron dans votre eau pétillante ?» Je hochai la tête. « Merci, mon ami. Et dites-moi, le passager précédent de ce siège, était-il seul ?» Il marqua une pause. « Oui, monsieur. Un homme discret. Non. De registre, Henri Valmont. Il est monté à Paris. Et n'est jamais descendu à Londres. Comme s'il s'était évaporé. » Je pris note. « Et ses bagages ?» Un unique porte-document. Il a disparu aussi. La compagnie pense à un enregistrement erroné. Moi, je pense qu'on veut que ce soit oublié. Je le remerciai d'un regard appuyé puis refermai mon calepin. À l'avant, la lumière jaune des cabines clignota brièvement. Un signal? Une turbulence? Ou une fausse manœuvre destinée à masquer un déplacement discret à bord?
Alors que l'aérocristal poursuivait son vol dans les airs tranquilles, entre Londres et Calais, une étrange sérénité enveloppait l'habitacle. Mais moi, Hercule Poirot, je sais mieux que quiconque qu'un silence parfait cache souvent une dissonance volontaire. Je continuais d'observer, non les paroles mais les gestes, les regards, les silences pesants. Je me levai et fis mine de m'étirer, puis me dirigeai lentement vers les toilettes arrière. Ce petit détour me permit de passer devant plusieurs passagers et de m'imprégner de leur comportement. L'homme d'affaires s'était endormi, son stylo encore à la main. La jeune femme au manteau bleu avait enfin tourné une page, mais elle la fixait sans lire. Quant au jeune homme à la montre, il avait disparu de son siège. Je notai immédiatement ce détail. J'entrai dans le compartiment de service. Une hôtesse s'y trouvait, occupée à ranger des verres. « Pardonnez-moi, mademoiselle. » Le jeune homme en rangée 9. Je crois qu'il portait une cravate grise. Est-il allé quelque part? Elle hésita. Il a demandé à voir le cockpit, monsieur Poirot. Le commandant a accepté brièvement. Et il y est toujours? Demandai-je, les yeux fixés sur elle. Non. Enfin, je ne crois pas. Peut-être est-il retourné à sa place depuis. Elle s'interrompit. Une légère panique traversa son regard. Je retournai à la cabine. Son siège était vide. Encore. Mais un détail m'arrêta net. Une tache légèrement brillante sur l'accoudoir. Comme une trace de résine ou de colle industrielle. Je touchai du bout du doigt. Elle collait encore. Tiens donc, murmurai-je. Quelqu'un a laissé une empreinte, non pas de doigt, mais d'intention. Le capitaine fit une annonce à cet instant. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente. Préparez-vous à l'atterrissage. Un atterrissage, mais il manquait encore une vérité à bord. Et moi, je ne descends jamais sans elle. L'avion entama sa descente dans une lumière crépusculaire teintée d'or et de rose. À travers le hublot, je vis les premiers lampadaires de la banlieue de Maynooth et Londres scintiller faiblement. Pourtant, mes pensées restaient fermement ancrées à bord. Chaque seconde nous rapprochait du sol, mais je sentais que le cœur du mystère, lui, flottait encore dans les airs. Je fixai de nouveau le siège vide du jeune homme à la cravate grise. Le personnel de bord semblait nerveux, évitant ce détail, comme s'il s'agissait d'un courant d'air glacé dans un couloir fermé. L'hôtesse aux yeux clairs passait entre les rangées, souriant mécaniquement, les mains tremblantes. Le commandant Morel m'invita à rejoindre le cockpit juste avant l'atterrissage. Une faveur inhabituelle. À bord, il me salua poliment. « Monsieur Poirot, si je peux vous rassurer, l'homme en question a bien quitté le cockpit. Il est revenu à sa place, du moins, c'est ce que m'a affirmé l'équipage. Et vous-même, capitaine? L'avez-vous vu repartir? Demandai-je. Il se gratta la tempe, mal à l'aise. Non, je dois l'avouer. J'étais concentré, sur les instruments. Il n'est resté que 3 minutes, pas plus. Ensuite, j'ai supposé qu'il était retourné en cabine. Je hochai lentement la tête. Capitaine, dans mon expérience, supposer n'est jamais prudent lorsqu'un homme a disparu une première fois. Un homme qui disparaît 2 fois devient un fantôme ou un assassin. À l'atterrissage, la tension était presque palpable. Les passagers descendirent un à un, leurs visages marqués par l'attente prolongée d'un vol qui semblait avoir duré une vie. Je restais le dernier à quitter l'avion, les yeux rivés sur les hublots, cherchant encore une ombre, un reflet, un indice. Sur le tarmac, alors que je récupérais ma valise, une voix m'interpella doucement. C'était mademoiselle Dervaux. Elle tenait dans sa main un objet plat et noir, une tablette de navigation oubliée dans la cabine de pilotage. « Il y a quelque chose que vous devez voir, monsieur Poirot, dit-elle. Je regardais l'écran. Et là, figée dans une image capturée par une caméra embarquée, se trouvait la silhouette du jeune homme, accroupi derrière le siège du copilote,
bien après avoir prétendu être reparti. Je pris la tablette des mains de mademoiselle Dervaux avec soin, mes yeux se concentrant immédiatement sur l'image figée. Le jeune homme à la cravate grise, recroquevillé derrière le siège du copilote, semblait figé dans une posture de tension, comme un animal prêt à bondir ou fuir. Le cliché capturé par une petite caméra de sécurité n'était pas censé exister. Et pourtant, il confirmait ce que mon instinct murmurait depuis le début. Cet homme ne s'était jamais rassis. Mademoiselle, dis-je doucement, depuis combien de temps ces caméras sont-elles installées à bord? Depuis 2 semaines à peine, répondit-elle. Après une série de vols perturbés, ce n'est même pas officiel, certains pilotes l'ignorent encore, mais celle-ci, dans le cockpit, était activée par détection de mouvement. Hochait lentement la tête. C'est précisément ce genre de détails discrets qui révèlent les vérités les plus solides. Et maintenant, il faut retrouver cet homme. Nous nous dirigeâmes ensemble vers le bureau de la sécurité de l'aéroport. Là, je demandai à consulter la liste complète des passagers, leurs billets et leurs papiers d'identité. À ma grande surprise, ou plutôt à ma légère satisfaction, le billet attribué au jeune homme portait le nom de Luc Varnier, mais son passeport n'avait jamais été scanné à l'embarquement. Un passager clandestin, alors, demanda un agent. Non, répondis-je. Quelqu'un a embarqué avec une autorisation, mais il a changé de nom avant l'embarquement. Il s'est dissimulé non pas dans l'ombre, mais dans l'indifférence. Je fis immédiatement bloquer les sorties de l'aéroport. Si mon intuition était juste, il n'avait pas quitté les lieux. Il observait. Peut-être même nous observait-il en cet instant, quelque part, dans la foule des arrivées. Et c'est alors que je le vis. Un détail, encore une fois. Une silhouette pressée, mais trop discrète. Un homme portant la veste d'un pilote, sans un signe, sans nom. Il marchait vers une porte de service. Lentement, je m'approchai, avec mademoiselle Dervaux quelques pas derrière moi. Je tendis la main vers son épaule et dis, d'un ton que seul Poirot pouvait adopter, « Monsieur Varnier, ou quel que soit votre véritable nom, votre vol vient d'être annulé. » L'homme se figea à mon contact, son corps tendu comme une corde sur le point de rompre. Lentement, il se retourna. Son regard était froid, mais pas surpris. « Je ne comprends pas, » dit-il d'une voix neutre. « Vous devez faire erreur. »« Ah, monsieur, » répliquai-je doucement. « Je fais rarement erreur. Vous n'êtes pas un pilote et ce vêtement est trop neuf, trop propre. Et surtout, votre visage apparaît dans une image que vous ne pouvez nier. » À cet instant, 2 agents de sécurité, alertés par mademoiselle Dervaux, entourèrent l'homme. Il ne résista pas, mais son regard exprimait une étrange forme de soulagement, comme s'il avait attendu ce moment, comme si la fuite n'était qu'un jeu auquel il s'était lassé de jouer. Conduit dans une salle d'interrogatoire, il finit par donner son véritable nom, André Lemaître, un ancien technicien en navigation radioguidée pour la société aéropostale royale, licencié 6 mois plus tôt pour comportement instable. Mais le dossier n'était pas complet. Il manquait quelque chose. Je pris l'initiative de fouiller son sac avec l'autorisation du chef de la sécurité. À l'intérieur, soigneusement dissimulé entre 2 doublures cousues à la main, je trouvai un dossier scellé portant la mention confidentielle. Flux aérien séquencé. Des schémas, des codes radio et des itinéraires modifiés apparaissaient sur les feuilles. Ce n'était pas un simple passager, c'était un homme avec une mission. Je regardais Lemaître droit dans les yeux. Vous avez pénétré à bord non pour fuir, mais pour voler quelque chose. Et je suppose que ce document n'est qu'une partie de ce que vous comptiez remettre à quelqu'un à l'arrivée. Il ne dit rien. Mais ses doigts crispés sur l'accoudoir trahissaient sa tension. Derrière la vitre, mademoiselle Dervaux observait en silence les bras croisés, les yeux sombres.
Je continuais. Et si vous avez pris la place de monsieur Henri Valmont, alors la question devient, qu'est-il advenu de ce passager? Car, lui contrairement à vous ne semble jamais avoir touché le sol. Un silence glacial tomba sur la pièce. Et dans ce silence, j'entendis les battements d'un cœur, le sien, accélérer légèrement. La vérité, pensai-je, était l'âne à portée, et elle n'attendait qu'une fissure dans la façade pour se libérer. La salle d'interrogatoire resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Le maître, assis, évitait mon regard avec une intensité presque théâtrale. Mais moi, Hercule Poirot, je n'avais nul besoin de violence ni de cris. La vérité s'extrait avec précision, non avec brutalité. Je tirai une chaise et m'assis face à lui calmement. « Monsieur le maître, commençai-je d'une voix douce, vous avez volé un dossier confidentiel. Vous avez usurpé une identité. Mais il y a une chose que vous n'avez pas faite, tuer. Et cela, je crois, vous angoisse. Car si monsieur Valmont est réellement mort, alors vous êtes seul à bord du mensonge. » Il frissonna légèrement. « Je ne l'ai pas tué, dit-il enfin. Je vous le jure. »« Je vous crois, répondis-je sans ciller. Mais alors, où est-il? Et pourquoi vous êtes-vous fait passer pour lui? » Il hésita, puis se décida. « Henri Valmont n'est pas mort. C'est lui qui m'a engagé. C'est lui qui voulait. » Les documents. Il devait les transmettre à une organisation étrangère. Je devais monter à sa place, récupérer le dossier et disparaître à l'arrivée. Mais je n'ai jamais reçu son signal à bord. Je me penchai lentement. Et pourquoi avoir pris sa place précisément? Parce qu'il m'a dit qu'il disparaîtrait volontairement, murmura le maître, qu'il voulait qu'on le croie mort. Il avait prévu de descendre par la trappe de maintenance pendant le vol. Il avait un parachute. Je haussai un sourcil. Ah, voilà donc pourquoi vous paraissiez si nerveux. Vous ignoriez s'il avait réussi. Je devais le retrouver ici à Londres, ajouta-t-il. Mais il ne s'est jamais présenté. Je me levai lentement. Alors, monsieur, le maître, permettez-moi de vous annoncer une nouvelle. Henri Valmont n'est pas descendu par cette trappe, car cette trappe, selon le commandant, ne s'est jamais ouverte durant le vol. Un silence retentit, plus bruyant qu'un cri. Le maître blêmit. Il venait de comprendre ce que je savais déjà. Si Valmont n'était pas sorti, alors il était encore à bord, ou du moins ce qu'il en restait. Après avoir laissé le maître aux soins des autorités, je retournai à bord de l'Aérocristal 704, accompagné de mademoiselle Dervaux et du chef de la sécurité. L'avion avait été isolé dans un hangar pour inspection, les hélices immobiles comme des bras croisés, silencieux témoins d'un mystère encore incomplet. Je montai lentement à bord, chaque pas résonnant sur le plancher métallique comme une horloge qui recule. Mon regard balaya les sièges vides, les coffres fermés, et le sol, toujours aussi propre. Trop propre. Je demandais que l'on vérifie l'espace de maintenance sous la cabine. Un technicien s'agenouilla, ôta les vis de sécurité et souleva la trappe. L'air à l'intérieur était froid, confiné, chargé d'odeurs métalliques. Je descendis avec précaution, ma canne à la main. Une simple lampe de poche révéla une cavité exiguë, encombrée de câbles, de tuyaux et d'un sac de vol noir. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, un manteau, un passeport au nom de Henri Valmont et un carnet de notes. Mais toujours aucune trace physique de l'homme. Pourtant, dans ce carnet, des mots écrits à la hâte racontaient une vérité inattendue. Je ne peux pas leur faire confiance. Le maître est suivi. J'ai changé d'avis et remontai à la cabine. Mes amis, dis-je à l'équipage et au personnel de sécurité, Henri Valmont ne s'est pas évaporé, il a changé de plan, et je soupçonne qu'il a quitté cet avion, non comme un mort, mais comme un passager parmi tant d'autres.
Mademoiselle Dervaux me regarda avec des yeux grands ouverts. « Vous pensez qu'il est encore là? Qu'il se cache quelque part ?» Je hochai la tête. « Je pense que Valmont s'est déguisé. Il a dû échanger sa place, ses vêtements. Et il a quitté l'aéroport avant que l'alerte ne soit donnée. Il est libre. » Elle murmura presque pour elle-même. « Mais pour combien de temps ?» Je regardais de nouveau l'avion, cette fois non comme une scène de crime, mais comme un théâtre. Et dans ce théâtre, il manquait encore l'acte final. De retour dans le terminal de l'aéroport, je demandai à consulter toutes les caméras de surveillance du jour de l'atterrissage. Le temps jouait contre nous, mais la vérité, mes amis, ne se presse jamais. Elle attend simplement qu'on la regarde dans les yeux. Je scrutais chaque angle, chaque minute d'enregistrement, en quête d'un visage qui aurait changé, sans réellement changer. Et je le vis. D'abord un détail, une légère raideur dans la démarche d'un vieil homme en imperméable. Puis une main gantée qui glissa subtilement un badge au sol, comme pour détourner l'attention. Et enfin, un regard rapide vers la caméra. Trop rapide. Trop précis. C'était lui. « Arrêtez ici », dis-je au technicien. « Faites un agrandissement, ce n'est pas un vieil homme, c'est Henri Valmont, sous un masque de cire, une perruque et une illusion parfaite de fragilité. » Mademoiselle Dervaux, debout derrière moi, s'approcha de l'écran. « Il a pris un fauteuil roulant pour sortir par la zone médicale, » dit-elle, presque admirative. « Il a trompé tout le monde. » Je répondis calmement. « Presque tout le monde. Il a sous-estimé la capacité de Poirot à voir ce qui ne veut pas être vu. » Nous remontâmes la piste de son évasion. Le fauteuil avait été abandonné dans un parking souterrain. À l'intérieur, une étiquette « Hôpital, Saint-Gabriel ». Un nom, une fausse piste? Peut-être. Ou un clin d'œil trop confiant. Je me rendis aussitôt à l'hôpital. Le personnel confirma qu'un homme âgé, muet et souffrant de perte de mémoire avait été admis, mais était déjà parti, quelques heures plus tôt, accompagné d'un neveu imaginaire. Mais il avait laissé un objet derrière lui, une montre en or gravée HV. Un oubli? Non. Un message. Valmont voulait qu'on le retrouve. Mais pas tout de suite. Je sus à cet instant qu'il préparait quelque chose de plus vaste. L'affaire du vol n'était que le premier acte, et je, Hercule Poirot, ne fais jamais l'erreur de quitter la scène avant la dernière réplique. Quelques jours s'écoulèrent. Le nom d'Henri Valmont ne figura sur aucun registre officiel, aucune réservation, aucun hôtel. Il avait disparu dans le labyrinthe des identités, et même mes contacts à la sûreté ne pouvaient localiser un homme qui, pour ainsi dire, n'existait plus. Pourtant, je savais, il allait réapparaître. Les hommes comme lui ne fuient pas éternellement. Ils préparent leur retour. Je pris la décision de me rendre à Paris, à la base de l'Aéropostale Royale. Là-bas, je retrouvai un vieil ami, le commissaire Renaud, qui me réserva un bureau et un accès complet aux archives des vols. En fouillant, je découvris un fait troublant. Un vol privé, affrété sous un nom d'entreprise fictive, était prévu pour décoller de l'aéroport, de Beauvais à destination de Casablanca. Aucun passager officiel, juste un pilote et un technicien de bord. Je souris. Voici le théâtre du deuxième acte. Le jour du départ, je me rendis discrètement à Beauvais, accompagné de Renaud et d'un agent en civil. Le petit avion, un bimoteur blanc, attendait sur le tarmac, ses moteurs en préchauffage. À bord, 2 hommes. Le pilote, un vétéran, de l'aviation. L'autre, le technicien, portait des lunettes épaisses et un masque chirurgical, trop prudent, trop camouflé. Je m'approchai lentement. Le technicien me vit et comprit. Il fit un pas en arrière, mais cette fois, il ne courut pas. Il savait que tout était terminé.
Il enleva ses lunettes, son masque, et révéla le visage de Valmont. Fatigué mais serein. « Je savais que ce serait vous, dit-il. Personne d'autre n'aurait vu les détails. Vous m'avez laissé la montre, répondis-je. Vous avez voulu que je vous suive. Pourquoi ? Il soupira. Parce que ce que j'ai volé n'est qu'une fraction. Il y a des dossiers bien plus dangereux dans les archives de Casablanca. Ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, dépasse ce que vous pouvez imaginer. Je levai un sourcil. Essayez-moi, monsieur Valmont. Les petites cellules grises adorent l'impossible. Henri Valmont fut escorté dans une salle d'interrogatoire improvisée, dans un hangar discret de l'aéroport de Beauvais. Le vent soufflait au dehors, comme s'il voulait écouter derrière les murs. Je m'assis face à lui, mes mains croisées, mon regard ancré dans le sien. L'homme qui m'avait fui avec tant d'ingéniosité maintenant voulait parler. « Il existe », commença-t-il d'une voix calme, « un programme secret, dissimulé dans les couches internes de l'aéropostale royale. Il ne s'agit pas de trafic aérien, mais de détournement numérique. Les trajectoires sont modifiées à distance. Les avions survolent des zones interdites, des cargaisons disparaissent. » Je l'écoutais attentivement. Aucun battement de paupières. « Et pourquoi vous ? Pourquoi avoir tout risqué ? » « Parce que je faisais partie du système. J'ai aidé à coder ces routes, mais j'ai vu les conséquences. Un avion militaire a disparu. Officiellement, erreur technique. En réalité, il a été guidé vers une embuscade. Je restais silencieux. Il poursuivit. J'ai copié ce que j'ai pu, puis j'ai disparu. Mais je savais qu'ils me chercheraient. J'ai simulé ma disparition pour les ralentir. Le maître était ma couverture. Il ne savait pas tout. Seulement ce qu'il fallait pour le dossier volé. Je pris mon calepin. « Et pourquoi Casablanca ? Parce que là-bas, dit-il en se penchant, il y a un hangar contenant une antenne privée qui capte les communications de contrôle du trafic européen, une passerelle invisible, et un homme nommé Thibaut Rachid. Je notais le nom avec soin. Un complice ? Un traître, dit Valmont, et l'esprit de cette conspiration. Je me levai lentement. Alors, monsieur Valmont, nous allons à Casablanca. Mais cette fois, vous ne disparaîtrez pas. Vous voyagerez avec moi. Et sous mon regard, même les nuages ne peuvent mentir. 3 jours plus tard, nous atterrîmes à Casablanca. Le ciel y était vaste, brûlé de lumière, et pourtant, l'atmosphère était lourde. Je connaissais cette sensation. Quand la vérité est proche, l'air lui-même semble retenir son souffle. À mes côtés, Henri Valmont descendit silencieusement les marches de l'avion, vêtu d'un simple manteau beige, ses yeux abrités derrière des lunettes teintées. Nous fûmes accueillis par les autorités locales, discrètement briefés par le commissaire Renaud. J'avais exigé peu de monde, peu de bruit. Le hangar indiqué par Valmont se situait dans la zone industrielle à l'extérieur de la ville, camouflé sous l'apparence d'un entrepôt d'outillage aéronautique. L'aube, nous nous y rendîmes. La façade était décrépite, les rideaux métalliques couverts de poussière. Pourtant, à l'intérieur, les machines brillaient, des antennes miniatures, des câblages sophistiqués et surtout, une console active, sur laquelle clignotait un programme de synchronisation des fréquences européennes. « Voilà ce que j'ai fui », murmura Valmont. Rachid s'en sert pour détourner les couloirs aériens, brouiller les réponses radars. Les avions deviennent des ombres. Je m'approchais de la console. Les données défilant sur l'écran confirmaient ses dires. Signaux GPS redirigés, fausses balises créées, trajets fictifs superposés au vrai. Une orchestration de fantômes. Nous fûmes interrompus par un cliquetis sec. La porte s'ouvrait. Un homme mince entra, portant un costume clair et des gants en cuir. Il s'arrêta net en nous voyant. C'était Thibaut Rachid. Son visage resta impassible mais ses yeux devinrent de glace.
Monsieur Poirot, dit-il doucement. J'ai toujours redouté le jour où vous entreriez dans mon théâtre. Et moi, répondis-je en avançant, je savais qu'un homme qui manipule les cieux finirait par redescendre sur terre. Il tenta de s'éloigner, mais déjà 2 officiers surgissaient des coins obscurs du hangar. Il comprit que le rideau venait de tomber. Je me retournai vers Valmont. Le ciel est vaste, monsieur, mais même les avions invisibles laissent des traînées, et j'ai suivi la vôtre jusqu'ici. Rachid fut menotté sans résistance. Son regard ne reflétait ni panique ni colère, mais une forme étrange de soulagement. Comme s'il savait que le jeu était fini, et que l'échec, venant de Poirot, était presque un honneur. Je le saluai d'un simple hochement de tête. La vérité, dis-je, arrive toujours à destination, même lorsqu'on tente de détourner son vol. Les autorités procédèrent à l'inventaire du hangar. Des disques durs furent saisis, des communications cryptées extraites. Les preuves s'accumulaient, comme les bagages d'un passager coupable. Le réseau était vaste. D'autres noms furent découverts. Des ingénieurs corrompus. Des contrôleurs aériens achetés. Mais au centre, toujours, le même schéma. Créer le chaos, brouiller les routes, effacer des trajectoires. Je restai en retrait observant. Henri Valmont s'approcha. « C'est fini alors ?» demanda-t-il le ton incertain. « Non, monsieur, » répondis-je calmement. « Ce n'est jamais fini, mais ce chapitre, lui, est clos. » Il baissa les yeux. « Je ne suis pas un héros, Poirot. J'ai fui, j'ai menti, j'ai volé. Et pourtant, dis-je, vous avez choisi la vérité. Ce n'est pas l'absence de faute qui définit un homme, mais sa capacité à en assumer les conséquences. Nous quittâmes le hangar au crépuscule. Casablanca baignait dans une lumière ocre chaude et silencieuse. Un avion décollait au loin, sa silhouette se détachant comme une ombre sur le ciel en feu. Je regardais longuement cette trajectoire, droite et pure, comme une vérité qu'on ne pouvait détourner. Le lendemain, lors d'une conférence de presse discrète, les autorités annoncèrent le démantèlement d'un réseau clandestin d'altération de navigation aérienne. Aucun nom ne fut donné. Seul un remerciement adressé à un enquêteur belge de renommée internationale laissa deviner mon implication. Avant de quitter Casablanca, je visitai une dernière fois le tarmac. Je me tins droit, le regard levé. L'air était calme, aucune turbulence. Et dans ce silence, j'entendis le ciel me remercier. De retour à Londres, je retrouvai mon appartement de Whitehaven Mansion avec une satisfaction particulière. Non celle du triomphe, mais celle du juste achèvement. Tout était à sa place. Mes bibelots, mes coussins symétriques, ma cafetière bien polie. Le monde pouvait être chaotique, mais chez Poirot, l'ordre était inviolable. Je passais la matinée à relire mes notes. Chaque nom, chaque date, chaque action avait été vérifiée. Pourtant, un dernier doute me hantait. Et ce doute concernait Henri Valmont. Il n'avait pas fui pour sauver le monde. Il avait fui pour survivre à sa propre complicité. L'homme avait changé, certes, mais le crime initial restait. Je demandai à mademoiselle Lemonde de contacter Scotland Yard. Valmont avait coopéré, oui, mais avait-il réellement tout dit? Et ses anciens liens avec le groupe de Rachid? La justice, même indulgente, se doit d'être complète. 2 jours plus tard, l'inspecteur Japp en personne vint me rendre visite. Il tenait une enveloppe brune. Voici le dossier complet de Valmont. Ancien consultant en sécurité aérienne, révoqué pour violation de protocole. A collaboré brièvement avec Rachid avant de se retirer. Mais il n'a jamais dénoncé le réseau avant que sa propre vie ne soit menacée. Je fermai les yeux une seconde. Donc, ce n'était pas le repentir, mais la peur. Exactement.
dit Japp. Il est coupable, mais utile. Je réfléchis un instant. Alors il faudra que le tribunal juge non seulement les actes, mais le courage tardif. Cela seul le juge peut le peser. Japp sourit. Et vous, Poirot? Que ferez-vous maintenant? Je souris doucement. Je vais me préparer une tisane et lire un bon roman, sans cadavre pour une fois, car même les petites cellules grises ont droit à des vacances. Une semaine plus tard, je reçus une lettre rédigée à l'encre noire, sur du papier ivoire de qualité. Elle venait d'un tribunal militaire discret quelque part en Suisse, où certains aspects de l'affaire Valmont-Rachid avaient été transférés. Le courrier était bref mais précis. Grâce au témoignage complet de M. Valmont, plusieurs cellules dormantes ont été démantelées. Il a été condamné à 3 ans de détention surveillée, suivie d'une interdiction définitive d'exercer dans le domaine aérien. Je posai la lettre sur ma table et regardai par la fenêtre. Un avion passa dans le ciel gris, laissant derrière lui une traînée blanche, droite et limpide. Un symbole, peut-être, de la vérité que nous avions poursuivie à travers les nuages, les masques et les mensonges. Je décidai de rédiger mon rapport final. Non pour les tribunaux mais pour moi-même. Car chaque affaire mérite d'être racontée, consignée et rangée avec ordre dans la mémoire. Ce fut une affaire étrange, sans meurtre, mais non sans victime. Les plus grands crimes ne sont pas toujours ceux qui font saigner. Parfois, ils déstabilisent l'ordre du monde sans une goutte de rouge. Dans mon carnet à la couverture grise, je notais « Le crime, manipulation clandestine du ciel, le mobile, le pouvoir absolu sur l'itinéraire des autres, les coupables, ceux qui croient que l'invisible est impuni, la clé, un homme trop brillant pour être loyal. » Je rangeais le carnet dans le tiroir du bas, là où reposent les enquêtes closes. Puis je me levai, ajustai mon costume et fis chauffer de l'eau. Car après chaque tempête, il faut du calme. Et pour Hercule Poirot, rien n'égale le calme. D'une tasse bien chaude dans une pièce parfaitement rangée. Alors que je sirotais ma boisson, la radio diffusa la nouvelle d'un vol annulé en Espagne. Incident technique, disait-il. Je souris. Ou peut-être, un autre mystère à venir, murmurai-je. Mais ce soir-là, je ne courus pas après lui. Ce soir-là, je laissai le monde tourner sans moi. Car le ciel était clair, les moteurs, et mes petites cellules grises, pour une fois, en paix. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire ci-dessous. De quel pays ou ville regardez-vous? Avez-vous déjà vécu un mystère digne de Poirot? Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Histoire pour dormir, pour ne jamais manquer une nouvelle enquête.